La transition inclusive, elle pose au contraire une nécessité d'ouverture et de ne pas enfermer le réel dans une norme, mais plutôt d'évoluer par le foisonnement d'expérimentations collectives, ce qui est un peu le modus operandi aussi du secteur associatif et du travail social depuis sa création. La transition inclusive aussi, elle remet en question le sujet de l'institution. Et là, il y a un vrai sujet sur la question de l'institution, puisque nous, ce qu'on dit, c'est que l'établissement n'est pas l'institution, puisque l'institution, elle constitue la possibilité même de l'action collective. L'institution, en fait, c'est un processus continu qui vise un équilibre entre le projet d'un collectif, la substance de l'institution, c'est son projet collectif, et l'organisation que se donne ce projet collectif, sa forme. Et donc, en cela, l'institution n'est pas l'établissement est une forme possible que se donne l'institution. Mais l'institution, à la base, c'est bien un équilibre entre un projet collectif et une organisation. Donc, en cela, parler de désinstitutionnalisation, ça peut paraître compliqué, puisque le préfixe des pourrait laisser à penser une fin de l'action collective. Donc, pour nous, utiliser le mot de désinstitutionnalisation, ce n'est pas forcément adapté. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la qualité des mouvements qui se réclament de la désinstitutionnalisation, ça ne veut pas dire ça du tout. Ce qu'on veut dire, c'est que dans une période, la période qu'on vit actuellement, il peut être dangereux dans une période où les institutions peuvent être remises en cause dans les politiques actuelles, et notamment les institutions de médiation entre l'individu et l'État, que sont les corps intermédiaires. Ça peut paraître compliqué de parler des institutionnalisations. Alors, on garde à l'esprit quand même que ces institutions, elles portent en elles des risques, et des risques de dérives totalisantes et disciplinaires. Et en cela, il y a une nécessité d'évolution et d'ajustement permanent des institutions. Les institutions doivent se transformer. Et donc, la transition inclusive, pour nous, dans ce contexte, en fait, c'est un double mouvement. D'un côté, le mouvement de transformation de l'offre médico-sociale, et de l'autre côté, le mouvement de transformation sociétale. Et donc, dans le triangle là, que vous voyez à l'écran, on voit bien ce double mouvement. Et ce double mouvement, il a pour but d'accéder à l'accompagnement inclusif. On voit la pointe haute de ce triangle, c'est bien la personne accompagnée et la transformation de l'accompagnement de cette personne. Et en cela, je reviens sur la question de la matrice de l'accompagnement inclusif que j'ai abordée plus tôt. Et à la base de ce triangle, on a en fait cette transformation, elle est portée par la transformation de l'offre, et ça, c'est l'évolution de l'ensemble de la communauté médico-sociale. Ce qu'on appelle communauté médico-sociale dans ce contexte, c'est les organisations gestionnaires et toutes ces parties engagées internes, mais aussi les institutions administratives de contrôle, de financement et d'orientation. Donc ça, c'est le côté transformation de l'offre médico-sociale. Et de l'autre côté, en bas à droite, la transformation sociétale. Et là, c'est l'évolution de l'environnement direct et indirect de la personne accompagnée, en fait. Et alors, sur ce schéma de la transition inclusive, ce qu'il faut dire, c'est qu'il doit y avoir une attention permanente au risque de découplage, et de découplage temporel dans le rythme des transformations notamment, et en particulier le risque de découplage entre la transformation de l'offre médico-sociale et la transformation sociétale. Il peut y avoir des risques de découplage temporel, et on les observe, et vous les observez certainement, ces décalages de transformation entre les transformations de la société et la transformation de l'offre. Et là, il y a des risques pour les personnes accompagnées, pour leurs proches et pour les personnes qui les accompagnent. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport à ce triangle, c'est qu'il y a un rôle à jouer par la communauté médico-sociale, donc la base en bas à gauche, dans la transformation sociétale, la base en bas à droite. Et en cela, il doit y avoir des mouvements entre ces deux bases. Donc voilà, ça je viens de le dire. Ensuite, sur la question de la coopération, la transition inclusive est éminemment une question de coopération, et de coopération dans la diversité des parties engagées et des intérêts des différentes parties engagées. Là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est la diversité des acteurs. Alors, il peut y en avoir d'autres,
Mais ces acteurs, si on les liste, au premier chef, c'est les personnes accompagnées. Ensuite, on a les familles des personnes, les directions du secteur médico-social, les professionnels de l'accompagnement médico-social, l'autoreprésentation, les administrateurs du secteur médico-social, les cadres du secteur médico-social, les instances de représentation du personnel du secteur. On a aussi les institutions du droit commun, ce qu'on appelle le grand public. On a aussi les administrations déconcentrées, les administrations décentralisées. En fait, ce qu'on voit, s'il y a des flèches vers l'intérieur et des flèches vers l'extérieur, c'est qu'il y a des intérêts convergents vers la transition inclusive pour tous ces acteurs, mais il y a aussi des intérêts divergents. Ce sont les flèches qui vont vers l'extérieur. Et en fait, ces divergences, il faut garder à l'esprit qu'elles sont saines et qu'elles sont logiques et qu'en fait, elles sont constitutives de toute situation sociale. Et elles doivent être comprises, discutées et respectées. Et si on ne fait pas ça, si on ne prend pas ce temps d'écoute, de compréhension de ces divergences, elles ne peuvent pas être dépassées. Et en fait, ce qu'on appelle les communautés d'enquête et d'expérience qui permettent la transition inclusive ne peuvent se créer. Parce que ces parties engagées, ces différents acteurs, en fait, pour que la transition inclusive soit effective, ils doivent former des communautés d'enquête, c'est-à-dire se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que l'inclusion pour leur collectif et expérimenter différentes solutions pour transformer en fait leurs actions et leurs environnements. Cette question de la coopération et des communautés d'expérience et d'enquête, elle est valable aussi pour les questions de leadership territorial et de cohérence territoriale de l'offre. On voit actuellement une difficulté au niveau territorial d'une cohérence de l'offre et sur la question de qui prend le leadership de ces transformations territoriales pour obtenir cette cohérence territoriale de l'offre. Et enfin, au niveau de la coopération, se dire aussi que la triple expertise, donc l'expertise des personnes accompagnées, de leurs proches et des professionnels du médico-social, c'est une coopération centrale dans la transition inclusive. Et pour finir sur la transition inclusive, en termes de contrat social, ce qu'on peut se dire, c'est que la transition inclusive, elle peut contribuer au mouvement actuel des transitions qui sont à l'œuvre actuellement, tout en permettant, et c'est très important, à la communauté médico-sociale de se réencastrer dans la société, là où le développement séparé décidé historiquement avait entraîné une séparation, un développement séparé. Et on peut se dire aussi que cette transition inclusive, elle peut soutenir l'émergence d'un nouveau contrat social basé sur une éthique du sujet libre de choix. Là, on revient à la centralité de la question de l'autodétermination. Donc, et ce sujet libre de choix qui serait en interaction ou en transaction consciente et responsable avec les écosystèmes auxquels il appartient. Pour finir sur la transition inclusive, une définition en quelques lignes de synthèse. La transition inclusive, c'est le processus concomitant de transformation de l'offre médico-sociale et de la société, mené par des collectifs constitués de l'ensemble des parties engagées dans ces systèmes, afin que les personnes en situation de vulnérabilité, quelle que soit cette vulnérabilité, ça c'est important, afin que ces personnes vivent les expériences d'être reconnues et acceptées comme des personnes, plutôt qu'au regard de leurs différences, et d'avoir des relations interpersonnelles et réciproques, d'appartenir à un groupe, une communauté, une collectivité représentative de la société. Voilà pour la transition inclusive et je vous propose pour finir de faire un point sur les impacts dans les organisations gestionnaires de cette transformation de l'offre médico-sociale. Puisque si on reprend le triangle de la transition inclusive présenté plus tôt, là, sur la question de la transformation de l'offre, on se situe plutôt dans la base du triangle en bas à gauche sur la transformation de l'offre des organisations médico-sociales. Comme je le disais tout à l'heure, cette transformation de l'offre médico-sociale, elle a pour but, objectif de soutenir l'accompagnement inclusif. Et cela, ça concerne en fait toute la communauté médico-sociale, aussi bien les organisations gestionnaires à leurs parties engagées internes que les institutions de contrôle, de financement et d'orientation. Mais là, on va faire, ce que je vous propose pour finir, c'est de faire un focus sur la transformation des organisations gestionnaires ou des associations gestionnaires. En fait, ces transformations, elles ont lieu à 4 niveaux dans cette transformation de l'offre. Et là, je parle bien d'une transformation de l'offre qui prend en compte la perception de la transition inclusive. Les 4 niveaux, c'est d'abord le niveau politique, ensuite le niveau stratégique, le niveau organisationnel et le niveau de l'accompagnement. Et en transversalité de ces 4 niveaux, on doit retrouver à chaque fois la question de l'évaluation
pour évaluer en fait l'effectivité de cette transition inclusive, de cette transformation. Au niveau politique, ce qu'on observe et ce qui doit être mis en route, c'est la question de la centralité des projets associatifs dans cette transition inclusive. Et ainsi, la centralité, le remaniement de ces projets associatifs doit permettre de prendre part, pour les associations, prendre part au jeu démocratique sur la question de l'inclusion et du mouvement inclusif. Ça, c'est très important, le rôle politique qu'ont les associations sur ce que c'est que l'inclusion et le mouvement inclusif. Mais c'est aussi, le projet associatif, un levier majeur de transformation interne. Quelle transformation? Donc, comme je le disais, le remaniement du projet associatif autour de l'accompagnement inclusif. Et en cela, ce remaniement doit s'effectuer avec l'ensemble des parties engagées internes dans une discussion politique associative. On doit aussi aller vers une transformation pour encourager la participation des personnes accompagnées aux instances politiques. Et l'objectif, c'est aussi de faire rayonner ce projet associatif dans l'environnement de l'association, toujours dans ce rôle démocratique de l'association. Niveau suivant, le niveau stratégique, où là, l'enjeu, ça va être de trouver des nouveaux équilibres pour les organisations, puisque dans cette période, les projets stratégiques sont impactés par différents facteurs. Le premier, c'est la transformation, comme ça vient d'être évoqué, des projets associatifs pour soutenir l'accompagnement inclusif. Le projet stratégique est aussi impacté par les injonctions de l'État à la transformation, on en a parlé longuement précédemment. Il y a aussi l'environnement en mutation. Et on vit actuellement une période de crise systémique, de crise sanitaire qui transforme l'environnement des associations et des organisations gestionnaires. Le projet stratégique, il est aussi impacté par le fait que les salariés et les cadres vivent une mue profonde de leur réalité professionnelle. Il y a aussi les personnes accompagnées qui découvrent des nouveaux possibles dans cette période et aussi les familles qui sont partagées sur le bien fondé de ces transformations. En termes de méthode, l'objectif, c'est plutôt ici d'ouvrir la discussion stratégique. Je ne dis pas la décision stratégique, je parle bien de discussion stratégique. Et là, je pourrais prendre pour exemple le projet de recherche que je mène avec les 4 associations commanditaires de mon projet de recherche sur la question de la prospective stratégique participative. Et l'idée, c'est aussi pour les organisations de se doter d'une solide stratégie de changement pour sortir de la dépendance de sentier. La dépendance de sentier, c'est le risque permanent dans une période de transformation de se retrouver par la force d'inertie des organisations, se retrouver happé par le système précédent. On est toujours dépendant aux choix organisationnels et stratégiques, voire politiques aussi, qu'on a fait par le passé. Et si on ne se dote pas d'une solide stratégie de changement, on est toujours réattiré par cette dépendance aux choix historiques.